21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Juste pendant l'été. J'espère que la semaine s'est bien passée. On se retrouve comme une fois par semaine pendant ce mois de juillet pour réécouter les témoignages, les histoires que vous avez vous-même choisies. Dans un instant, on écoutera une de ces premières histoires. Le temps pour moi de vous rappeler que si vous voulez choisir l'une de ces histoires pour les prochaines émissions, qu'à cela ne tienne, sur mon compte Instagram, vous m'envoyez un petit message en privé à Instarock, vous connaissez l'adresse, ROQES tout attaché, ou alors sur la boîte email dédiée social@johanrock.fr. Juste pendant l'été, c'est une émission qui porte bien son nom, puisque à partir du mois de septembre, à la rentrée, on va se retrouver en direct pour Juste avant la nuit, comme on a eu l'habitude de le faire depuis déjà quelques mois, en direct, sur tous les réseaux sociaux et en vidéo, le mardi soir à 21h. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Tiens, je voudrais commencer ce petit moment de radio qu'on tricote ensemble toutes les semaines cet été par ce message qui m'a été envoyé par Marc. L'objet du mail, mon premier été de l'autre côté des barreaux. Salut Johan, moi c'est Marc, 42 ans, et je suis sorti de prison il y a 4 mois après avoir purgé une peine de 10 ans. Je vis chez ma sœur depuis. La cohabitation est pas facile, mais c'est toujours mieux qu'être enfermé. C'est dans ma cellule qu'à l'époque je t'ai découvert. 21h le soir, avec des histoires de tous ces gens. J'avais l'impression, moi, de sortir de tôle pour un moment. Je t'écris parce qu'hier, en marchant sur le trottoir, j'ai senti cette chaleur particulière me brûler la peau. Là, d'un coup, ça m'a frappé. C'était la première fois en 10 ans que je retrouvais cette sensation. Tu peux pas imaginer ce que c'est, ce que ça représente de retrouver les sensations de cette saison, l'été, les soirées qui n'en finissent pas, le bruit des terrasses qui grouillent sur le trottoir en ville. Et puis m'asseoir, dehors, seul ou pas, peu importe, sur un banc, attendre, regarder, profiter. Pendant 10 ans, tout ça, ça n'a plus existé dans ma vie. En zonzon, l'été, c'était juste une chaleur étouffante dans ma cellule, un ventilateur que ma sœur m'avait emmené au parloir, mais qui tournait mal, et puis cette lumière artificielle permanente. On perdait complètement la notion des saisons. Bien sûr, il y avait la promenade, une fois par jour, mais là-dedans, même dehors, tu restes enfermé. En prison, on ne vit pas l'été. On le subit. Aujourd'hui, je redécouvre tout. Acheter une glace à la vanille comme tout à l'heure. Entendre les gosses qui rient dans le square en bas. Et bien sûr, les cigales par chez moi. Elles sont là, toujours elles, comme si elles m'attendaient. Même la transpiration, même la soif, tout ça, ça me semble précieux. Ma réinsertion, c'est pas facile, je vais pas te mentir. Quand tu sors de prison, dehors, il y a les regards qui t'attendent, les refus à l'embauche, la paperasse administrative, et puis cette cohabitation tendue avec la sœur, qui fait de son mieux, mais après tout, elle aussi, elle a sa vie. J'ai parfois l'impression de déranger, mais cet été, et c'est ça que je vais retenir, me donne une force incroyable, une force de ouf. Chaque matin, en me levant, je me dis que j'ai une journée entière devant moi, même si j'ai pas un rond, même si j'ai pas la femme, même si j'ai rien, j'ai ma liberté. PS, faut que je t'écoute un matin à la radio. Mais 5 heures, putain, c'est tôt. Signé Marc. Oui, putain, c'est tôt, effectivement, Marc. Mais bon, il y a le replay. Et puis, il y a cette émission, celle qu'on vit d'un autre genre, toutes les semaines, la libre antenne. Merci d'avoir envoyé ce petit message et de l'avoir fait partager à la communauté, la libre antenne. On va écouter un premier témoignage, un qui a été choisi par Delphine. Comme la semaine dernière, je ne vais pas vous dire de quoi il est question, mais cette histoire, visiblement, a beaucoup marqué Delphine. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Anne, vous avez quel âge? Où est-ce que vous habitez? Dites-moi. Alors, j'ai 55 ans et j'habite à Paris, dans le 18e. Vous avez 2 grands-enfants, je crois? Oui, 2 grands adultes, déjà. Qui ont quel âge? Qui ont 19 ans et 23 ans, 2 garçons. Et alors vous, de ce qu'on m'a raconté de votre histoire, après avoir eu une enfance très difficile, à 18 ans, vous êtes parti de chez vous
Vous avez vécu dans la rue plus de 15 ans. Et puis un jour, vous êtes devenue sage-femme, accoucheuse de rue, en permettant aux femmes qui sont sans domicile fixe d'accoucher. Vous allez me raconter un peu cette activité que vous menez depuis, et puis la trajectoire qui a été la vôtre. Je parlais d'enfance difficile. Où est-ce que vous avez grandi, vous ? Alors, j'ai grandi dans le nord de la France, près d'Arras, et j'ai subi de l'inceste, donc de toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans où je suis partie. En quelques mots, comment vous pourriez décrire la famille dans laquelle vous avez grandi ? Une famille bourgeoise, instruite, et voire même un peu politique, où tout était caché, très tabou, et donc difficile de se faire entendre. Moi, j'ai eu besoin de parler, de demander de l'aide, et j'ai jamais reçu parce qu'on me demande de me taire, vu la situation de mes parents. Voilà. Cet inceste, qui était l'agresseur ? Qui était votre agresseur ? Bon, c'est quelqu'un dans ma famille, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que après on peut faire des trucs de diffamation, il faut faire attention. D'accord. Quand vous me disiez j'ai grandi dans une famille bourgeoise et on ne pouvait pas parler, ça veut dire que qu'est-ce qui se passait dans cette famille ? Est-ce que déjà tout le monde était au courant de ce qui se passait dans cette maison ? Alors tout le monde est au courant, et les voisins étaient au courant, les boulangers, les instituteurs, les pharmaciens, tout le monde est au courant, mais on n'avait pas le droit de parler. Et donc c'était compliqué. Vous avez essayé de parler ? Vous avez essayé de... Oui. Ouais. Oui, j'ai essayé de tirer l'alarme partout. Et à chaque fois, on me disait de me taire. Surtout dans les écoles, moi, j'allais voir les professeurs. Et les personnes voulaient... tout le monde avait peur de mon agresseur, déjà. Et puis de la situation bien pensée, on va dire, de ma famille dans la ville, on va dire. Au sein de cette famille, il y avait un membre plus qu'un autre qui pouvait vous protéger ou qui pouvait vous écouter, même s'il ne pouvait pas ? Ou c'était vraiment unanime, c'était finalement une jungle, cette famille ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait des écoutes, mais pas efficaces. Et puis en même temps, voilà, que tout le monde était au courant. Donc c'est un peu la jungle quand même, comme vous dites. Comment vous êtes construite, ça ? Déjà, combien de temps ont duré ces agressions ? De 6 ans à 18 ans, donc 12 ans. Vous, est-ce qu'il y avait un refuge, au sens figuré, quelque chose qui vous permettait de sortir de ce chaos quotidien des agressions qui étaient les vôtres ? Il y avait un voisin chez qui j'allais me réfugier de temps en temps. Et puis, je faisais l'école des beaux-arts. Donc, c'était un peu mon refuge, c'était la peinture, le dessin. Et c'était le seul moment où j'étais vraiment moi-même, tranquille. Qu'est-ce que vous peignez ou qu'est-ce que vous dessiniez à l'époque ? Eh bien, à l'époque, je faisais des dessins de gamine, mais je peins toujours. Et quand j'étais SDF dans la rue, je peignais par terre, je dessinais par terre. C'était une manière d'exprimer ce que je ressentais. Et maintenant, je peins encore. Donc vraiment, c'est intrinsèquement en moi. Ce voisin qui vous accueillait chez vous, il avait compris qui vous étiez, il avait compris la souffrance qui était la vôtre ? Oui. En plus, oui, il était au courant de tout. Et puis, il connaissait ma famille. Mais il avait quand même la porte ouverte. La porte ouverte, et puis je pouvais me laver chez lui, je pouvais discuter un peu, prendre un repas. Un vrai refuge, quoi. Est-ce que vous me décrivez les faux semblants ? C'est-à-dire que tout le monde sait, personne ne dit rien ? Exactement. C'est dans le nord de la France, c'est vraiment ça. Maintenant, c'est partout. Je suis pas sûr que ce soit une histoire de région. C'est une histoire de... Non, pas une histoire de région. Exactement. Mais ça, je l'ai su plus tard. Mais sur le moment, c'était vraiment... tout le monde savait, quoi. Mais par exemple, ce voisin qui était avec vous, qui visiblement essayait de faire ce qu'il pouvait, qu'est-ce qui l'empêchait de sonner l'alerte, par exemple ? Est-ce que vous pensez que lui aussi avait peur ? Je pense que lui aussi faisait partie de la bourgeoisie communale, on va dire, et donc avait peur pour sa réputation, pour son emploi, pour tout ça, quoi.
il y avait une vraie politique de silence autour de ça. On m'a dit qu'hormis les beaux-arts, la peinture, il y avait la lecture aussi dans laquelle vous vous réfugiez. Oui, mes parents avaient une librairie, donc j'ai été élevée dans les livres, ce qui m'a souvent sauvée actuellement. Même dans la rue, j'avais quand même accès à des gens, je leur demandais des livres, etc. Et ça m'a permis de garder un certain niveau intellectuel, on va dire, sans se la péter, hein, mais voilà. On a le droit de se la péter aussi, Anne, parfois, ça fait pas du mal. Il y a une héroïne, ou un héros, il y a un livre, il y a un récit, il y a un roman qui vous a marqué plus qu'un autre enfant? Moi, j'aimais bien les bibliothèques vertes, les 6 compagnons. Je voyais des gamins qui faisaient des bêtises à Lyon. Ça me faisait beaucoup rire. Ouais. Et je me dis, ils ont vraiment de la chance d'avoir cette liberté. Vous faisiez pas de bêtises, vous, quand vous étiez petite, vous étiez à carreau? Ah non. Non. C'était très, très attention. Et à l'école? Je faisais très attention à ce que je faisais. Pardon? Vous m'avez dit? Je faisais très attention à ce que je faisais. Moi, j'étais vraiment à carreau, quoi. Vous êtes partie de chez vous à quel âge? 18 ans. Les jours de mon anniversaire. Pas un craquement? Vos parents vous ont laissé partir sans demander d'explication? Non, j'ai fugué. J'avais tout préparé depuis des semaines et des semaines. J'avais préparé ma petite valise, etc. Et j'avais une tante à Paris qui m'avait dit que si j'avais un problème, je pouvais venir chez elle. Donc moi, je m'étais mis dans la tête que j'allais aller chez elle tranquillement. Et ça s'est pas passé du tout comme ça, mais mon but, c'était de quitter ma famille pour aller à Paris. Donc j'ai fraudé dans le train, j'ai tout fraudé partout. Et voilà, je suis partie. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme vous auriez prévu, puisqu'elle vous disait que sa porte était ouverte? Oui, mais non, parce qu'en fait, une fois que c'était du concret, elle a eu très peur de m'ouvrir la porte et d'avoir des conséquences, des répercussions de ma famille. Du coup, elle m'a pas ouvert la porte. Vous avez trouvé porte close? Exactement. Elle aussi était au courant? Oui, bien sûr. C'est difficile quand on a 18 ans d'avoir subi ce que vous avez subi et de faire confiance à un adulte, même quand cet adulte vous tend la main, finalement vous vous rendez compte que sa parole est plus que fragile? C'est même impossible. De toute façon, la confiance, c'est un truc que j'ai pas du tout, même maintenant. Hein. J'ai confiance en personne. C'est un traumatisme. Qu'est-ce que vous avez fait une fois arrivé à Paris, à des centaines de kilomètres de chez vous, en trouvant porte close? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le premier soir, après être sorti du train, où est-ce que vous avez dormi, vous vous rappelez? Ben oui, justement, c'est le premier soir, c'était le début de l'enfer. Parce que j'étais donc en bas de chez ma tante et c'était tard le soir, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis assise dans la rue, dans un petit coin, on a essayé de se dire on verra demain, quoi. Et là, j'ai été violée pour la première fois par un groupe de 3 hommes qui me sont tombés dessus, je les ai pas vus arriver, rien du tout. Et ça a été le début de l'enfer parce que par le choc de ce viol, j'ai perdu la voix. Je suis devenue aphone pendant 3 ans. Et ces 3 ans, vous les avez passés à dormir dans la rue, à vivre dans la rue? À dormir dans la rue, manger dans les poubelles et complètement choquée, en fait. Ça, vous n'en avez jamais parlé à personne pendant toute cette période? Par exemple, vous n'êtes pas allé porter plainte? Non, pas du tout. Non, j'étais choquée, j'étais comme un zombie pendant 3 ans. Il y en a eu d'autres, des agressions sexuelles dans la rue que vous avez subies? Oui, malheureusement, oui, beaucoup. Là, on est avec la police, on en a dénombré presque 108, je crois. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes que j'ai fait, et aussi des plaintes que c'est les hôpitaux qui ont porté plainte à ma place quand j'avais été ramenée en mauvais état. Donc, aux urgences. Rétrospectivement, donc, bien après les faits. Oui, exactement. Donc, ce qui m'a valu la chance, entre guillemets, d'avoir beaucoup de viols, c'est que maintenant, je suis considérée comme handicapée et que j'ai droit à une allocation d'handicapé pour viol. Donc ça, c'était pas prévu au programme, quoi. Vous avez eu l'impression qu'il y a eu une sorte d'impunité de la part de vos agresseurs de s'attaquer à une personne qui vit dans la rue, qui n'a pas de toit, qui est donc plus faible que dans une situation encore plus précaire que la moyenne des gens?
Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte, c'était comme il y a 20 ans, voire même il y a 30 ans, parce qu'en fait, je restais 17 ans dans la rue, et j'en suis sortie il y a 20 ans. Donc on n'avait pas du tout les mêmes aides qu'on a maintenant. Il n'y a pas de centre, il y avait très peu de centres, il y en a un petit peu, mais très peu. Il n'y avait pas d'assistance sociale, il n'y avait pas d'endroit pour se réfugier. Les policiers n'étaient pas du tout formés à ça, à prendre des plaintes pour viol, etc. Enfin, vraiment, il y a un décalage par rapport à maintenant. Vous me disiez que ce que vous avez vécu, c'est une réalité de la rue d'il y a 20 ans. Elle a beaucoup changé, la réalité de celles et ceux qui dorment sur le trottoir aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu, vous? Je crois que oui. Je crois qu'il y a une prise de conscience et une réalité beaucoup plus visible. Il y a 30 ans, 20 ans, on était des invisibles. Maintenant, on en parle quand même partout. On en parle dans les médias, on en parle en politique, on en parle dans les associations comme celle que j'ai créée. Et bon, il y a quand même des choses qui se font. On a aussi les réseaux sociaux, c'est nouveau, ça. On n'avait pas ça avant. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de communication dessus. Il y a beaucoup plus de gens qui témoignent aussi. Donc je trouve que c'est important et je trouve que c'est bien. Vous aviez honte, vous, de la situation dans laquelle vous étiez? Vous parliez d'invisibles. Je me rappelle d'une auditrice qui parlait de ces femmes qu'elle aidait et qui faisaient tout pour se cacher, pour être ne pas être là, ne pas être dans le champ de vision de celles qu'elle pourrait croiser. Est-ce que vous avez fait partie de celles qui ne voulaient pas qu'on voit l'état de détresse dans lequel elles se trouvaient? Je crois pas. Je crois pas parce que je crois que j'étais plutôt dans un état d'émotionnel, de choc, qui faisait qu'en fait je faisais un peu ce que je pouvais, quoi. Mais en fait, je n'avais rien à faire du regard des autres, en fait. Je faisais juste ce que je pouvais. Ça ressemble à quoi une journée type de celle que vous avez vécue pendant plus de 15 ans? Déjà, on dit dormir dans la rue, mais est-ce qu'on dort vraiment dans la rue? Est-ce qu'on arrive vraiment à trouver le sommeil sur un trottoir? En fait, les journées sont inversées. Moi, je dormais la journée et je vivais la nuit. Donc, et ça, c'est encore un truc que je suis encore actuellement. Je suis plutôt un oiseau de nuit qu'une journée. Dans la journée, on trouve des endroits pour se réfugier dans une gare ou vers les endroits de passage où on peut dormir, même debout, même assis. Hein. C'est pas un problème. Alors que la nuit, on est en vigilance, on doit faire attention à tout. Il y a beaucoup plus d'agressions la nuit, il y a beaucoup plus de choses. Donc là, on dort pas. Il y a aussi un moyen de dormir, c'est de prendre des bus. Enfin, à Paris, l'avantage, c'est qu'il y a des bus de nuit. Et quand vous prenez un bus de nuit, par exemple, vous verrez beaucoup de SDF qui dorment dans les bus de nuit. Parce qu'ils sont à l'abri des agressions et ils sont au chaud. Vous avez parlé au standard d'organisation immobilière mafieuse qui régissait les rues quand vous viviez dehors. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque trottoir à Paris appartenait à des mafias. Donc moi, longtemps, pendant plus de 10 ans, j'ai fait la Manche. Et de la prostitution, mais aussi et la Manche se faisait sur un trottoir. Et chaque trottoir appartenait à un homme, en général. Et c'était souvent des gens de l'Est, etc. Et donc, il fallait payer un tribut pour avoir droit de faire la Manche sur ce trottoir-là. Donc vous payez vous payez de votre corps à l'époque la place qui vous était impartie sur ce fameux trottoir. Voilà. Donc soit c'était une partie de la Manche, mais bon, c'était quand même, et c'était souvent plutôt un viol contre une journée sur un trottoir. Ça dépendait de l'endroit. En fait, après, ça vient du commerce, mais ça dépend de l'endroit. Par exemple, si vous faites la Manche, mais ça c'est encore actuel. Hein. Si vous faites la Manche devant un supermarché, ça coûte plus cher de faire la Manche dans un endroit où il n'y a rien. Donc, ou devant une école, ou etc. Enfin, tout est monnayable, on va dire. Les centres d'hébergement, vous y avez été? Oui, beaucoup, un petit peu parce que j'ai été vite refroidie, mais j'ai beaucoup été orientée vers les centres d'hébergement. Mais il y a eu, dans les centres d'hébergement, il y a énormément d'agressions. Et moi, je suis tombée sur les centres d'hébergement où j'étais violée par les gens qui travaillaient dans les centres d'hébergement. Donc, j'avais plus du tout confiance dans ces choses-là. Je préférais rester seule dehors, libre, enfermé dans un centre où on se fait violer. Quand je vous écoute, je me dis pendant toutes ces années, qui pour l'aider
qui pour être à ses côtés pour faire corps contre le reste du monde? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous êtes senti en sécurité, avec qui vous êtes senti possiblement des affinités? Il y a d'autres SDF quand même. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une solidarité entre SDF ou c'est la jungle et chacun pour soi? C'est les deux. Ça dépend sur qui on tombe, mais ça c'est dans la vie en général. Hein. Même dans le monde dit normal, c'est pareil. Mais on peut tomber sur des gens bien, des gens après, et puis on peut tomber sur des violeurs, sur des connards. Désolée pour le langage. Mais bon, voilà, on peut tomber sur les deux. Moi, j'ai rencontré des SDF que j'ai beaucoup aimés et d'autres que j'aimais pas du tout. Et puis après, il y a des gens, quand on fait la manche, qui nous tendent la main. La question, c'est est-ce qu'on est capable de recevoir la main tendue? C'est encore une autre histoire. Je vous pose la question. Est-ce que vous étiez capable de la recevoir, cette main tendue, à l'époque? J'ai eu des périodes où je pouvais pas du tout. Par exemple, quand j'étais 3 ans sans pouvoir dire un mot, là, c'était même pas la peine. Et puis après, plus tard, quand j'ai repris la parole, ça commençait un petit peu, mais après, ça dépendait qui. Après, il y a eu des expériences. Par exemple, il y a des gens qui me disent, tu peux prendre une douche chez moi. Et puis, en fait, en monnaie d'échange, je me faisais violer. Donc, merci beaucoup pour la douche. Et puis sinon, après, j'ai eu un enfant dans la rue. Donc là, c'était différent. Donc là, il y a des gens qui sont vraiment venus me voir. Et selon mon humeur, selon ma fatigue ou pas, je pouvais accepter des mains tendues. Là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Mais seulement quand j'ai mon enfant. Parlez-moi de cet enfant. Cet enfant, vous avez su tôt que vous étiez enceinte ou comme non, pas ça? du tout. J'ai fait un déni de grossesse. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Et puis un matin, je me suis réveillée, j'étais dans la rue et j'ai accouché dans la rue directement. J'ai été ramassée par les pompiers. Donc ils m'ont fait commencer par me faire la morale, comme quoi je ne devais pas accoucher dans la rue, comme si j'avais prévu quoi, n'importe quoi. Et puis après, j'étais emmenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont voulu prendre mon enfant parce qu'ils ont dit que je n'étais pas une maman classique qui pouvait bien s'en occuper. Et comme heureusement j'ai entendu la conversation, donc je me suis barrée avec mon enfant, je me suis sauvée de l'hôpital. Du coup, et pendant 2 ans et demi, il a vécu avec moi dehors. C'était un choc pour vous de devenir maman, surtout que vous ne vous attendiez pas, puisque jusqu'au dernier moment, vous ne saviez pas que vous étiez enceinte. C'était un choc d'accoucher, on va dire, mais de devenir maman, ça a été instantané. Ça a été le regard avec mon enfant, et c'était tout de suite. Je suis devenue maman en une seconde, quoi. Et il n'était pas question que je le laisse. Comment vous en êtes occupée de cet enfant, sachant que vous viviez dans la rue? Eh ben, j'ai eu de la chance d'avoir du lait, donc j'ai pu l'allaiter. Donc là, c'était une grande chance. Et puis, par contre, ce qui est embêtant, c'est que quand on allaite, il faut bien manger. Et du coup, c'était compliqué pour moi de manger dans les poubelles et de bien allaiter mon fils. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire appel aux maraudes, les maraudes qui se promenaient autour de nous. Hein. Et c'est là que j'ai rencontré une maraudeuse qui était plus sympa que les autres et qui m'a vraiment aidée par rapport au bébé et qui n'avait pas du tout l'intention de me le prendre ni de me juger ni rien du tout, quoi. Donc à partir de là, ça devenait un peu plus facile. C'est-à-dire que pendant des mois, vous avez vécu avec la hantise qu'on vous prenne votre enfant? Ah pendant 2 ans et demi, oui. Je le cachais derrière un manteau. Je lui disais même de se taire. Je voulais pas qu'il pleure. Quand il a commencé à marcher, j'avais trouvé dans une poubelle un porte-bébé. Et du coup, je le mettais dedans. Et puis après, de temps en temps, je le laissais galoper dans des parcs pour qu'il apprenne à marcher. Mais après, je le recachais immédiatement, quoi. Qui fait que maintenant, c'est un garçon de 23 ans, mais hyper introverti, hyper timide. Ça laisse des traces, quoi. J'imagine. Vous savez quel est le papa de cet enfant? Je sais pas trop parce que c'est des enfants
voilà, qui arrive, on ne sait pas d'où. Je vous pose la question parce que de ce qu'on m'a raconté de vous, on m'a dit que dans tout ce chaos, dans toute cette noirceur, vous avez rencontré quand même un homme qui a été une belle rencontre. Et je crois même que vous avez parlé de plus beaux moments de votre vie en parlant de cet homme. Oui, c'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai rencontré des gens bien aussi, et j'ai rencontré un homme qui a vécu avec moi dans la rue, et qui a été l'amour de ma vie. Et voilà. Ça, c'est pas des gens bien, l'amour de sa vie, c'est plus que ça. Comment on fait confiance à un homme quand, depuis sa prime jeunesse, on a été trahi par eux et agressé par eux? Ben justement, ça dépend de l'homme qui est en face, qui peut nous rassurer, qui m'a rassuré, qui m'a montré que justement tous les hommes n'étaient pas les mêmes. Et ça m'a fait du bien de savoir ça. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme? Qu'est-ce qui fait qu'il était différent des autres à vos yeux? Il était doux. Il était étranger, il n'était pas français. Donc moi, j'étais un peu traumatisée par ma famille française, quoi. Et puis ouais, il était attentionné, il était gentil, travailleur aussi. Moi, j'avais besoin de quelqu'un, qui n'était pas alcoolique, qui n'était pas drogué. Enfin, voilà, quelqu'un de bien dans la rue, quoi. Pas sujet aux addictions, pas sujet à l'agressivité, etc. Lui vivait dans la rue depuis longtemps quand vous l'avez rencontré? Je crois que ça faisait une dizaine d'années. Ouais. Quelle vision il avait de la vie, lui, de par son expérience? Est-ce que vous étiez très différent dans votre façon de concevoir les choses? Lui, il était un peu choqué de voir une Française pure se retrouver à la rue. Il pensait qu'il n'y avait que des étrangers, etc. Donc il était choqué un peu. Et après, quand il a compris ce qui est arrivé dans ma famille, il était très très en colère contre ma famille. Donc ça m'a rassurée en me disant ce qui m'est arrivé, donc c'est vraiment pas normal, c'est vraiment pas acceptable. Du coup, ça m'a fait du bien. C'était l'homme de votre vie? Ouais, ouais. S'il va entendre cette interview, il va rire. Vous allez vous demander pourquoi finalement, quand on rencontre l'homme de sa vie, finalement on n'est plus avec? Ouais, c'est la vie après, mais voilà, après c'est l'histoire de couple. Hein. Après, il y a des traumatismes de chaque côté qui font que pour se reconstruire, moi j'ai voulu sortir de la rue pour élever mon fils et mon deuxième fils que j'ai eu après. Du coup, voilà, j'ai voulu rentrer dans la norme, on va dire, pour mes fils, que lui n'a pas voulu. Vous me disiez qu'il y avait ce premier enfant que vous aviez eu, et puis le deuxième avait été, pour reprendre vos mots, comme un déclencheur pour avoir envie de rentrer dans la norme, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte du deuxième, parce que là, par contre, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, ça a été pour moi le côté, je peux pas en avoir deux dans la rue en même temps, quoi. C'était trop. Du coup, c'est la première fois que je suis allée dans des associations, déjà pour chercher du matériel pour mon fils, mais aussi pour poser des questions sur comment on peut se réinsérer, comment on peut rentrer dans la vie dite normale, quoi. Quand on a été pendant plus de 15 ans en dehors de la société dite normale, j'imagine que les choses prennent du temps. Comment ça s'est passé pour vous? Prendre du temps, je sais pas. Moi, j'étais très motivée pour sortir. La question, c'était pas sur le temps, c'était de trouver des gens compétents pour m'aider. Parce qu'il me fallait trouver un appartement, il fallait trouver des aides administratives comme la CAF, tout ça. Moi, j'étais complètement déconnectée à ça. Je connaissais rien. Mais trouver les bonnes personnes, voilà, ça prend du temps, j'imagine. Non? Oui. Et puis après, c'était aussi l'occasion de rencontrer des gens. J'ai rencontré un médecin, j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont fait du bien. Et puis, mais c'est surtout que moi, il fallait que je prenne mon courage pour aller les voir, quoi. Mais Anne, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que jusque-là, c'est le courage qui vous manquait, parce que ces gens existaient en fait. Mais jusqu'alors, c'était le courage qui vous poussait, qui vous manquait pour aller pousser la porte et aller à leur rencontre?
Je pense que c'est le courage, mais je pense qu'aussi avoir des enfants, c'est un moteur que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Et ce moteur-là, et puis il n'était pas question que... Moi, je voyais des enfants qui vivaient dans la rue, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Mais il n'était pas question que mes enfants soient des enfants de rue, quoi. Ça, pour moi, c'était vraiment la grosse détermination et la volonté de sortir. Même moi, enfin, je savais pas trop ce que j'allais devenir moi, mais eux, je savais que je voulais pas qu'ils soient comme ça. Donc déjà, à la base, ça, c'est le cri des mamans, quoi. On touche pas à mes enfants, quoi. Voilà. Entre parenthèses, vous me dites si je lis entre les lignes correctement, c'était plus important pour eux que pour vous. Ah oui, complètement. Complètement. Vous vous rappelez de la première nuit que vous avez passée sous un toit, après plus de 15 ans à vivre dans la rue? Alors, on nous a donné un appartement en HLM qui était vide, qui était humide, qui était très sale. Et en fait, on n'avait pas de meubles, on n'avait rien. Et du coup, on a dormi par terre dans cet appartement. Ça faisait très bizarre de dormir par terre dans un appartement où on était enfermés. J'ai eu beaucoup de mal avec l'enfermement, en fait. Et dès que mes enfants dormaient, je sortais dehors. J'avais besoin de me retrouver dehors, quoi. Parce que c'est pas facile de se réacclimater du jour au lendemain à une vie d'intérieur. Ah non, bien sûr, ça prend des années. Hein. Autant ça prend des années de s'habituer à être dehors, autant ça prend des années de s'habituer à être dedans. C'est très important. Pourriez développer, parce que, voilà, vu de l'extérieur d'une personne qui n'a jamais vécu tout ce que vous avez vécu, ça peut paraître étonnant ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui, entre guillemets, vous manquait une fois que vous étiez au chaud dans cet appartement, qui vous poussait à ressortir? Déjà l'enfermement, d'être avec des murs autour de soi. Pour moi, c'était difficile. Le fait d'être plus libre, c'est une question de liberté que j'avais dehors que je n'avais plus. Mais tout ça, j'acceptais au nom de mes enfants, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'était compliqué. Et puis après, il a fallu que je m'adapte à la vie sociale, on va dire. Trouver une assistante sociale, trouver des gens pour m'aider à faire les papiers administratifs, tout ça. En fait, ça demandait, par exemple, de payer un loyer, de tout ça. Il y a des choses, des contraintes que je n'avais pas dehors du tout. Et que je connaissais pas en plus, parce que moi, j'étais partie de chez mes parents. Donc, j'étais directement là, me retrouvant en tant qu'adulte, en tant que mère, et avec des responsabilités que je connaissais pas du tout. Donc ça, c'était très, très dur. C'était très, très long. Vous mentionnez votre famille. J'imagine que pendant toutes ces années, jamais ils n'ont... Est-ce qu'ils savaient ce que vous viviez pendant toutes ces années? Oui, ils savaient, parce que j'avais passé des appels au secours, et ils n'ont jamais bougé. Ils n'ont jamais. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, si déclic il y a eu, vous avez entamé une formation, des études pour devenir sage-femme et accoucher les femmes dans la rue? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de déterminant dans ce parcours professionnel qu'est le vôtre? Mon côté sage-femme, c'est très récent. C'était depuis 2 ans seulement. Alors que ça fait 20 ans que je sortais de la rue. Enfin, il y a un grand chemin entre les deux, quoi. Et je suis devenue sage-femme parce que déjà j'étais réinsérée, parce que je suis directrice d'une association, l'association Anne-Lorient, que maintenant je suis en train d'aider les femmes SDF, etc. Et que justement, mon côté femme de la rue qui a accouché dans la rue, quand je vois d'autres femmes enceintes dans la rue actuellement, ça me touche. Et puis donc il faut voir le contexte social qui fait qu'on ne peut pas... une femme qui est dans la rue et qui est enceinte, selon son histoire, décide de garder ou pas son enfant. Et si elle décide de le garder, c'est très compliqué pour elle de garder son enfant. Parce que il n'y a pas d'hébergement, elle est dehors avec un bébé, etc. Et c'est très difficile. Donc moi j'ai vu des femmes enceintes qui voulaient garder leur enfant, donc ils ne voulaient pas aller en maternité de peur qu'on leur enlève leur enfant. Donc accoucher dans des squats et du coup il y a pas mal de morts du côté des mamans, mais du côté des enfants aussi. Et il y a eu une mort qui m'a touchée plus que d'autres et qui a déclenché mon désir de devenir sage-femme, accoucheuse, mais urgentiste de rue, parce qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Il ne fallait pas laisser comme ça.
Ça veut dire quoi précisément être accoucheuse de rue? Ça veut dire que vous intervenez là où vivent ces femmes, ou alors vous leur offrez la possibilité d'accoucher dans un milieu hospitalier ou dans un cadre approprié? Comment ça se passe? Alors en fait, ces femmes-là, en général, elles sont signalées à mon association par les pompiers ou la police, en sachant que ce sont des femmes qui ne veulent pas aller dans des hôpitaux ou les maternités. Pour les mêmes raisons que vous, elles ont peur qu'on leur retire leur enfant après? Exactement. Ouais. Alors c'est une contre-vérité, c'est-à-dire que c'est pas si simple que ça évidemment, hein. Mais un hôpital qui reçoit des femmes enceintes SDF ont 30 jours pour leur trouver un logement. De temps que donc elles accouchent normalement, et elles ont le droit de rester 30 jours à l'hôpital. Pendant ces 30 jours, l'assistante sociale de cet hôpital doit contacter le 115 pour avoir un hébergement. Sauf que les hébergements, il n'y en a pas assez et qui sont pleins. Et du coup, on leur dit, on vous prend votre enfant pendant 2-3 mois, le temps que vous trouviez une amélioration de votre situation. Et comme en fait, elles se retrouvent à la rue, la situation ne s'améliore pas. Et l'enfant, il est placé, etc. Et après, donc, elles sont plus des mamans. Du coup, et le fait de ces démarches-là qui sont pas connues, mais qui sont très connues entre femmes SDF, ça amplifie, il y a des commérages, des machins, des histoires et tout. Donc, elles ont encore de plus en plus peur d'aller à l'hôpital. Et du coup, elles préfèrent accoucher seules. Et du coup, ça met des gens, les mamans et les bébés en situation d'urgence. Et de danger. Et de danger. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai demandé une formation à la Croix-Rouge. Alors c'était pendant le Covid, donc j'ai profité du Covid pour faire ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses comme formation à distance, formation... Par exemple, je suis devenue psychologue. J'ai passé un master avec l'Université de Nanterre à distance. Ça m'a permis d'être maintenant psychologue. Et sage-femme, j'ai demandé une formation à la Croix-Rouge et au pompiers de Paris. Du coup, maintenant j'ai ces 2 diplômes-là, mais qui me servent surtout dans la rue et qui me permet de pouvoir intervenir. Et puis si ça se passe mal, parce qu'évidemment, un accouchement qui se passe mal, évidemment, moi je suis que urgentiste, c'est-à-dire que je peux enlever un cordon autour du cou, je peux faire attention à beaucoup de choses, mais s'il y a une hémorragie ou un problème, moi j'appelle immédiatement les pompiers, bien sûr. Mais ça donne une chance à une maman d'avoir un accouchement plus sécurisé, parce qu'on est là, autour d'elle. Et puis en général, les femmes qui accouchent, c'est des femmes qui sont en communauté, même dans les squats, dans les rues, par exemple des femmes africaines, où elles sont habituées à accoucher entre elles. Comme dans leur village, hein. Et même les Africaines du Nord, même les Maghrébines, c'est pareil. Voilà. Et nous, on intervient, moi j'interviens que s'il se passe un problème. Voilà. Et puis je me dis, de toute façon, si j'étais sur place, et que je faisais rien, c'est du non-assistance à personne en danger. Donc de toute manière, je suis obligée de faire des choses, quoi. Vous arrive de vous présenter à ces femmes, je veux dire par là de dire en quelques mots, même si j'imagine, dans une situation d'urgence, on n'est pas là pour raconter sa vie, mais de faire comprendre elles me connaissent. Ouais. Je suis très connue dans le milieu SDF, ça parle beaucoup, et tout le monde me connaît. Donc il y a un lien de confiance entre ces femmes et vous. Exactement. Et puis le fait qu'on ait vécu la même chose, ça se sent au niveau... déjà juste un regard, et c'est bon, quoi. On n'a même pas besoin de parler, pas besoin de faire des blablas, de se présenter, ni rien. C'est très naturel. La vie dans la rue est très instinctive, on n'a pas besoin de faire de blabla, il n'y a que des regards, même si on ne parle pas la même langue, c'est tout simple en fait. Beaucoup plus simple que la vie dite normale. Chez les aidants, chez les professionnels de la santé, souvent on parle de la distance qui est un atout pour justement pas s'engouffrer émotionnellement. J'ai l'impression que vous, c'est justement cette proximité et cette réalité que vous partagez avec ces femmes qui fait de ce que vous faites un atout. Je pense que avoir vécu la même chose qu'elle, ça aide, mais aussi le fait d'être française et aussi de connaître maintenant tous les rouages du monde social, ça aide aussi. Donc moi, j'arrive à faire le trait d'union entre les deux mondes.
Et je pense que ça peut vraiment être un atout. Dites-moi, Anne, vous en êtes sortie. Vous étiez dans la rue, vous n'y êtes plus. Je ne demande pas des statistiques, parce que ça ne m'intéresse pas, mais au regard de ce que vous observez au quotidien, est-ce que vous êtes une exception ? Ou est-ce que des femmes, vous observez, qui sont SDF, vous en voyez d'autres qui arrivent à s'en sortir ? Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui arrive à s'en sortir. Après, il faut savoir avec quelles conséquences, c'est-à-dire quel traumatisme, avec quelle vie d'après. Par exemple, je vais vous faire rire, mais il y a des femmes que je connais, moi, qui ont zappé cette période de rue, mais qui l'ont transformée en autre chose et qui vont donc maintenant, dans la vie dite normale, elles vont trouver un nouveau mari, elles vont être bien, mais elles vont pas dire au mari qu'elles ont vécu dans la rue. Donc elles vont lui dire qu'elles sont parties faire le tour du monde, voyager dans le désert, etc. Peut-être qu'elles n'y arrivent pas. En fait, elles arrivent à duper le monde, quoi, en fait, en disant... Je veux dire par là, peut-être que c'est trop compliqué pour elles d'avouer aux autres et donc à elles-mêmes ce qui s'est passé, qu'elles préfèrent mettre ça sous le tapis. Je pense qu'elles mettent ça sous le tapis pour pas choquer et pour pas que l'homme en question ou la femme d'ailleurs, parce que ça peut être aussi une femme, que le nouveau couple en fait se fasse sur des bases sur la pitié ou sur le côté sauveur, le syndrome du sauveur, etc. Elles veulent pas de ça et du coup elles préfèrent cacher et inventer une autre vie. Donc moi j'ai jamais fait ça, j'ai vraiment toujours assumé. Mais donc maintenant que j'ai mon association, tout le monde me connaît, etc. Mais c'est vrai que je connais des gens comme ça et ça me fait beaucoup rire parce que du coup je leur demande souvent comment ça s'était passé dans le désert. Voilà. Et le mari ne comprend pas pourquoi on rigole, quoi. Fini avec ce petit sourire en coin. Je vous remercie Anne pour le coup d'avoir dit les choses de manière aussi transparente que vous l'avez fait depuis quasiment 1 heure sur cette antenne. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir. Salut Anne. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'était donc le témoignage de Anne, accoucheuse dans la rue de SDF après avoir elle-même vécu un début de vie très très compliqué. C'était le choix de Delphine. Vous pouvez vous aussi, la semaine prochaine, la semaine suivante, décider de ces histoires, de ces témoignages que vous avez envie de réécouter dans cette émission. Pour ce faire, vous m'envoyez un petit message sur mon compte Instagram à Instarock, sur la boîte email dédiée social@johanrock.fr ou sur le numéro du répondeur, un numéro gratuit 07 56 85 55 85 07 56 85 55 85. Et à ce propos, j'attends toujours vos messages. Je vais vous lire un deuxième message qui m'a été envoyé par email. Bonsoir Johan, j'ai une pensée pour vous. Je suis en zone blanche et coupé du monde dans ma campagne. Je prends des nouvelles et je vous assure de mon soutien. Bien à vous, Christine de Normandie, dans le Calvados. C'est un message court, mais on a l'image. Bon écoutez, j'espère que vous captez ce podcast cette semaine et que vous êtes de l'autre côté de votre écran et que vous pouvez suivre le cours de cette libre antenne dans sa version estivale. social@johanrock.fr pour m'envoyer un message. Allez tiens, un autre message. Celui-ci envoyé par Marie-Thérèse. Bonsoir Johan. Ça m'arrive de vous écouter le matin en ce moment à 5h. C'est complètement différent des mots du soir ou de juste avant la nuit. Mais j'aime bien comme émission. On apprend des choses. Ma radio fonctionne toute la nuit, vu que je dors bizarrement avec la fibromyalgie. Quand je suis éveillé, la radio m'empêche de ruminer sur la douleur et me rendort. Je voulais vous dire aussi que le matin, je bois toujours mon café avec du chocolat. Ce matin, une auditrice racontait qu'elle faisait de la confiture de Mirabelle. Elle était très matinale. Je dois en cueillir pour ma part. En ce moment, m'écrit Marie-Thérèse, je n'ai pas le temps d'écouter le programme de juste avant la nuit. En cette période de l'année, il y a beaucoup de nettoyage, de la peinture à faire avant l'automne. Quand je suis au jardin et qu'il fait beau, comme aujourd'hui, je rentre très tard. Mais à la rentrée, si vous reprenez juste avant la nuit, je serai fidèle devant mon téléphone. Bonne soirée, signé Marie-Thérèse. Évidemment, à la rentrée, juste pendant l'été, redevient juste avant la nuit et tous les mardis, 21h, en direct, on va se retrouver sur les réseaux sociaux, avec l'audio et la vidéo, pour partager ce petit moment de radio, d'internet, appelez-le comme vous le souhaitez, mais évidemment, on va se retrouver dès la rentrée sur le www.johanrock.fr. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne.
Johan Rock vous écoute. Dans ce podcast, cette semaine, on va écouter un deuxième témoignage. La semaine dernière, on avait écouté Joshua, un petit garçon qui, du temps de l'émission à la radio, avait pris son téléphone un soir et était venu parler sur l'antenne. Eh bien, ce soir, on va écouter le témoignage d'une petite fille, bien qu'un peu plus âgée que lui, de quelques années seulement, mais relativement jeune elle aussi, avec, comme Joshua, un sacré tempérament. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir Johan. Marie-Lou, 12 ans, bientôt 13. Oui, c'est ça. C'est quand l'anniversaire ? C'est le 28 juin. Ah, ça me marrant, ça me rappelle une date, ça, le 28 juin. Je crois que j'ai un truc à faire ce soir-là. C'est une bonne date et une mauvaise date à la fois. Qu'est-ce que tu as prévu de faire, toi, pour l'anniversaire de tes 13 ans ? Je suis en vacances avec mes parents. D'accord, ça Donc, sera où ? ce sera dans les montagnes. Dans les montagnes. Lesquelles de montagnes ? Montagnes parmi tant d'autres de la France. Bah, tu veux pas dire ? C'est secret ? Non, alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais il me semble que c'est à Valmorel. Bon, d'accord. Tu m'appelles d'où ? Je vous appelle de Plestin-les-Grèves en Bretagne. T'es en quelle classe ? Je suis en fin de 5e. Bon, ça s'est bien passé cette année ? Super. Plein de projets. Bon, tu vas m'expliquer ça. Alors comme ça, t'écoutes les mots du soir de temps en temps, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Depuis combien de temps ? 8 mois environ. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'un soir t'es tombé sur cette émission, toi ? Avant, j'écoutais une radio, Dis, une autre. laquelle ? Je saurais plus. Oh, je saurais même plus. D'accord. Bon, ça devait être intéressant, dis-moi. Oui, ça arrêtait. Et puis, elle s'est arrêtée, cette radio. Et l'émission s'est arrêtée. Et du coup, j'ai zappé les chaînes et je suis tombée sur vous un soir. Non. Et du coup, maintenant, c'est vous que j'écoute. Mais alors pourquoi tu l'écoutes maintenant depuis 8 mois ? Qu'est-ce qui fait que tu te rebranches sur France Bleu pour écouter cette émission plutôt qu'une autre ? Parce qu'il y en a des émissions sur la bande FM. Déjà, parce que je trouve que votre voix me berce. T'es en train de me dire que je t'endors le soir, c'est ça ? Tu m'écoutes et après tu roupilles. Ça, tout à fait. Et alors tu tiens combien de temps alors avant de t'endormir le soir en écoutant les mots du soir ? Je prends du temps à m'endormir, on va dire 45 minutes. Au standard, Marie-Lou, tu as dit que tu écoutais les témoignages, mais quand c'était un peu trop difficile, un peu lourd, tu zappais, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'éteignais. Si je te demandais comme ça en 8 mois, je sais pas, une histoire comme ça, un auditeur qui a retenu ton attention, qu'est-ce que tu me dirais ? Je pense que celui qui m'a marqué dans le bon sens, c'est un monsieur qui est passé et qui racontait ses problèmes de santé puisqu'il avait fait des expériences avec le nucléaire sur un bateau. Et pourquoi ça t'a marqué ce témoignage plus qu'un autre ? Je sais pas, j'ai trouvé que c'est à cause de ça, sa santé n'était pas en bon état et je sais pas, ça m'a marqué. Tu trouves que la vie est juste, toi ? Ça dépend. C'est une question que je me pose pas plus que ça. Décris-moi ta famille. T'as des frères, t'as des sœurs ? Oui, j'ai un petit frère. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Gaëtan. Il s'appelle Gaëtan. Qui a 8 ans. Vous ressemblez tous les deux ? Vous avez le même tempérament ? Oui. Ouais. Oui. Lui est peut-être beaucoup plus posé que moi. Ah bon ? Mais oui. Oui. On s'entend extrêmement bien. On a vraiment un très bon feeling. Donc, on est les incollables. D'accord. Donc toi, t'es la grande sœur. Est-ce que t'apprends des trucs à ton petit frère ? Des trucs importants de la vie ? Oui. Quoi, par exemple ? Comme être bon joueur. Ou qu'une journée sans rire, c'est une journée de perdue. Qui t'a appris ça ? Les livres. Tu lis beaucoup ? J'aime beaucoup lire. Donc, ton petit frère et toi, vous êtes les incollables. Chacun a sa chambre ? Chacun a sa chambre. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dans Un étage différent. Un étage différent. Est-ce qu'il y a des trucs accrochés au mur de ta chambre ? Moi, quand j'avais ton âge, il y en avait plein. Est-ce que toi, c'est le cas aussi ? Oui, des photos, des dessins, des posters, de voiles, plus particulièrement.
des cadres, les dessins que des amis me font ou que mon petit frère me fait, tout simplement. La voile, parce que la mer t'aime beaucoup, c'est ça? L'océan ou la mer? Ouais, c'est ça. Je fais de la planche à voile. Et tes parents, alors, si tu devais me parler d'eux, tu sais, tous les soirs, on commence l'émission et souvent le premier témoignage, je demande à des adultes, même parfois à des personnes qui ont un âge avancé, de me parler du lien qu'il y avait entre eux et leurs parents. Il ressemble à quoi, le lien que tu as avec ton père et ta mère, toi, aujourd'hui? On s'entend très bien. On s'entend très bien. On a une devise, c'est les ados c'est cool, marrez-vous. Donc, on se marre, en fait. Tout est dit. C'est quoi la devise? Les ados, c'est cool? Marrez-vous. Mais toi, t'es une ado? Ou pas encore? Je commence petit à petit. Ah ouais. J'ai commencé à avoir l'âge, mais je peux dire que je suis toujours en pré-ado. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents, dans la vie? Ma maman est fleuriste. Ma chambre est au-dessus du magasin de fleurs. Et mon papa, il est employé communal. Responsable employé communal dans une commune à côté. Est-ce qu'il t'arrive, après l'école, par exemple, d'aller dans la boutique de ta mère, voir comment elle travaille, voire même peut-être l'aider? Oui, ça m'arrive de l'aider pendant les fêtes. Mais après, je suis en 5e, je suis au collège, j'ai beaucoup de travail, donc pas le soir après le collège. Mais quand c'est les grandes fêtes comme la Saint-Valentin ou le Muguet, oui, j'ai mon stand, je vais l'aider. Ah, t'as ton stand, d'accord. Bon. Avec mon petit frère, on est deux. Moi, je m'occupe de la caisse et lui des emballages. C'est normal. Parce que vous êtes les incollables. C'est normal que vous ayez le même stand. C'est ça. Oui, évidemment. Pour nous, c'est normal. Ça étonne, mais pour nous, c'est normal. Ça étonne qui? Les clients. Ah ouais. D'avoir des enfants. Bon, tu m'as dit que ça s'était bien passé cette année de 5e. Qu'est-ce qui fait que ça va rester une belle année dans tes souvenirs? Tiens, par exemple, est-ce que tu penses que cette année, je crois, quand tu auras 20, 30, 40 ans, tu t'en rappelleras? Oui. Je pense pour 3 choses. Déjà, parce que je suis bénévole à un festival qui s'appelle le Plestival. Et du coup, c'est la 4e édition. Donc ça se passe sur 2 jours cette année, le 5 et le 6 juillet. On attend 4000 personnes. Alors ça consiste en quoi, ce Plestival? Ce Plestival, ça consiste, c'est un festival de musique avec Mano, donc la tribu de Dana, Watermat, qui a chanté Bali et qui fait Tomo Roland. Mais il y a aussi Télescopé, Maracuja, pardon. Ouais, moi non plus, je ne connaissais pas ce groupe avant que tu m'en parles. Tu le connaissais, ce groupe, toi, là, avant? Absolument pas. Ouais. Mais moi, je suis près des artistes. Je suis dans les loges. Mais alors, tu vas t'occuper de quoi pendant la durée du festival? Alors, déjà, installer les loges, parce qu'on a 12 artistes, il me semble. Donc, du coup, occuper de préparer les loges, de voir s'il manque de rien et s'ils ont tout. Et après, être aux petits soins avec eux, donc emmener les bouteilles d'eau et faire ce qu'ils me demandent, en fait. C'est la première fois que tu es bénévole pour ce festival? Oui, c'est la première fois. C'est toi qui t'es porté volontaire ou quelqu'un t'a donné l'idée? C'est mon papa. Il est membre actif au bénévole. D'accord. Avec depuis 3 ans maintenant, voire plus. Et du coup, je suis arrivée en âge, on va dire, de pouvoir aller au festival. Bon, donc t'attends ça avec impatience. Oui. Il y Dis-moi, a un super président. Je me dois de dire un mot sur Bruno Philippe. Tu vas me faire l'institutionnel, là. Tu vas me faire la pub pour le président et tout ça, comme les pros, comme les adultes, avec les éléments de langage qui vont avec. Bon, alors parle-moi du président, allons-y. Alors, le président, c'est Bruno Philippe. C'est un super homme. Elle me le fait, vraiment. Ouais. Ah oui, mais moi, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Donc, il y a 130 bénévoles qui est dirigé par le président. Mais après, il ne prend pas toutes les décisions. Marilou, oui. T'es pas en train de me lire un texte, là, rassure-moi. Non. Bon, d'accord. Non, de tête, hein. Tout par cœur, d'accord. De tête, tout par cœur. Donc, comme je disais, 130 bénévoles. Le président, c'est Bruno Philippe. Et du coup, je suis comptée dans les 130 bénévoles. Bon. Voilà. C'est la moindre des choses quand même que tu sois compté parmi les 130. Dis-moi,
Marie-Lou, au standard, on m'a dit que tu avais dit que souvent tu te sentais différente. Tu as même employé un terme qui m'a fait tilter. Tu as dit que tu étais un peu une sorte de bug de la société. C'est ça que tu as dit, je crois. Oui. Ça veut dire quoi? Bug de la société, ça veut dire que je suis pas comme les autres. Mais en quoi tu es différente? En quoi je suis différente? Dans mon caractère. Vous savez, il y a plus beaucoup de jeunes qui écoutent la radio le soir pour s'endormir. Ça n'est pas vrai, ça. J'en compte quelques-uns, mais c'est vrai, vous êtes moins nombreux qu'à mon époque. Je suis d'accord. Ça, et puis je suis peut-être... je m'assume peut-être un peu plus que les autres. Et je trouve que ça fait la différence. Si je demandais, Marie-Lou, à tes copains de classe, de décrire la personne qu'est Marie-Lou, selon toi, qu'est-ce qu'ils diraient? Selon moi, ils diraient solaire. Très solaire. Très bonne déléguée, puisque je suis déléguée dans ma classe. Et un terme qu'on utilise, mais pas à sa juste valeur, il dirait gênante. Ah. On dit de toi que t'es gênante. Pourquoi? Gênante dans le sens où je m'assume. Où je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire et on va me dire « Ouh là là, t'es gênante ». Exemple. Exemple. Alors là, un comme ça... je vais donner mon opinion sur quelque chose en dansant, par exemple, parce que je trouve ça marrant. Voilà, parce que j'ai besoin de me dépenser, ou parce que tout simplement c'est sur le thème de la danse. Et bah on va me dire oula, t'es gênante. Marie-Lou, mais ça me fait rire. Je t'ai pas demandé la question que posent tous les adultes aux enfants ou aux préadolescents. T'as une idée, toi, de ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Oui, je vais être journaliste. Ah. Journaliste, alors, dans la politique, ou alors journaliste juridique. Ça fait combien de temps que tu as cette idée en tête? Fin 6e. Pourquoi? Ça me, comment je pourrais dire? Ça me passionne d'écrire et de comprendre les choses, les actualités. Ça veut dire concrètement, tu lis le journal, tu regardes la télévision, tu écoutes la radio, les informations tous les jours? Oui, j'écoute surtout la radio et les podcasts. Mais après, le journal et la télévision, je regarde pas plus que ça. Et comment tu l'imagines, ce métier? Celui que tu as envie de faire en tous les cas. On a toujours une image. Parfois, elle est très différente de la réalité, puis parfois, elle correspond. Ce serait d'aller sur place, d'interviewer ou de regarder, d'examiner, et après de faire comme un rapport qu'on publierait dans les journaux. Mais donc, tu interviewerais des hommes politiques, par exemple? Oui, par exemple. Mais en allant les voir, est-ce que tu aurais déjà une idée préconçue les concernant, ou est-ce que tu attendrais d'être devant eux et de juger leur réponse à l'aune de tes questions pour te faire un point de vue? Je pense que déjà, je me renseignerai sur ce qu'il ne faut pas dire et ce que je peux dire. Et après, je me ferai ma propre idée. Et toi, ton objectif, ça serait quoi? Ce serait de donner l'information la plus quoi à ceux qui t'écouteraient ou ceux qui te liraient? Je pense la plus juste et l'information la plus fraîche, la plus nouvelle. C'est quoi les trucs qu'il faut pas dire? Les trucs qu'il faut pas dire, ce serait... c'est une question dure quand même que vous me posez. C'est toi qui l'as dit. T'as dit, je me renseignerai de ces choses qu'il ne faudrait pas dire. Pourquoi il y aurait des trucs à ne pas pouvoir dire? Par exemple, sur ces pensées politiques, ce que faudrait pas que j'aborde. Mais si tu posais cette question et que c'est justement cette question qui permettrait de voir la personne que tu interviewes différemment, est-ce que ça vaudrait pas la peine de lui poser justement cette question-là, celle que les autres n'auront pas posée? S'il faut y aller, je le dirai. Peut-être que je détournerai ma question, de façon à ce qu'on ne comprenne pas tout de suite. Ton objectif, ça serait de parler aux gens, mais qu'ils ne comprennent pas tout de suite ce que tu veux leur dire, c'est ça? Du moins qu'ils ne comprennent pas mon arrière-pensée. Donc, t'aurais une arrière-pensée? Si j'en ai une. Et toi, quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, quelqu'un que tu connais pas, la première fois, est-ce que tu as une arrière-pensée ou t'arrives complètement page blanche? Oui, je pense que je la juge
peut-être à sa tête. Et après, je sais pas, on se présente et là, après, c'est au feeling, j'aurais dit. Et t'aimes bien rencontrer, toi, des personnes différentes pour découvrir leur vie? Oui. C'est pour ça que j'aime bien votre émission aussi. Découvrir des vies. Bon, c'était intéressant ce soir de te parler. Qu'est-ce que je peux te conseiller, qu'est-ce que je peux te souhaiter, pour la suite? Me souhaiter, ce serait de réussir dans mes futurs projets. Donc, devenir journaliste. Il y a d'autres choses sur le grill? Un qui en est passé et que je pense que je me rappellerai pendant très longtemps. Et on est derrière ce projet, 28. On a été je rallonge peut-être un peu, mais je me dois de parler de ceci. On a été au Conseil général des Côtes d'Armor, présenter un projet qui s'appelle Stop aux écrans. C'est de faire une semaine sans écran. C'est un projet louable. Ouais. On est une classe, voilà. Donc, dont mes camarades qui sont venus au Conseil général des Côtes d'Armor avec moi m'écoutent. Donc, un grand bonjour. Et on a été, du coup, dans ce conseil. Et on était 8 classes à présenter un projet. On n'a pas gagné, mais notre projet a été retenu par le département. On nous a dit que c'était un très bon projet et qu'ils allaient le garder dans leur liste d'idées parce que c'était peut-être à quelque chose à voir. D'accord. Donc, ça serait le projet, essayer de passer une semaine, quelques jours en tous les cas, sans consulter son téléphone, sa tablette et ses écrans. C'est ça. Et toi, t'y arrives, ça? Oui, je pense, oui, que j'y arriverai, oui. T'as un au conditionnel. Mais pareil. On n'a pas eu la possibilité de le faire, en manque de temps, mais l'année prochaine, nous devons le faire normalement. Bon, d'accord. Je te remercie, Marie-Lou, d'avoir laissé déjà un message sur le répondeur et puis d'avoir accepté l'échange comme on vient de le faire depuis une petite demi-heure sur l'antenne de France Bleu. Est-ce que, Johan, j'ai le droit de faire une petite dédicace? À ton avis? Oui. Alors pourquoi me demander? Alors, je voudrais dire bonjour au cabinet d'orthodontiste Sébille de Lannion, dis donc. qui m'ont remis de belles bagues multicolores ce matin. Ils t'ont fait une ristourne pour le petit passage antenne? T'as une petite réduction pour la peine ou pas? Ou c'est plein pot que les parents ont payé? À plein pot. D'accord. Mais on va essayer de négocier ça. D'accord. Bon, très bien. On salue le cabinet d'orthodontie. Bon, très bien. Donc, t'as des dents bien alignées désormais, c'est ça? Voilà, bien coloré. C'était très important, Marie-Lou, de terminer là-dessus. On parle rarement et pas assez des cabinets d'orthodontie. Passe une belle nuit. Tu vas te coucher à quelle heure ce soir? Déjà le temps de redescendre de toute cette joie d'avoir pu parler avec vous. Bon, joie partagée. Te couche pas trop tard. Salut Marie-Lou. Merci. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'était donc le deuxième témoignage de Juste pendant l'été, le podcast version estivale de votre libre antenne, juste avant la nuit. On va se quitter pour cette semaine, non sans vous avoir rappelé que vous pouvez m'écrire. Vous pouvez également soutenir l'émission, comme vous êtes nombreux à le faire déjà depuis des mois. Si vous le souhaitez, vous allez sur le www.johanrock.fr, en page d'accueil, vous pouvez faire un don, quel qu'il soit, ou vous abonner. Cette émission est et restera gratuite, mais ces soutiens, ils permettent à l'émission de se projeter dans l'avenir et puis de régler les factures, les plateformes, le matériel, bref, de continuer à vivre en pirate et faire vivre cette émission qui maintenant a presque 4 ans. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. J'espère que l'été se passe bien. social@johanrock.fr, continuez de m'écrire. Laissez-moi des messages sur le répondeur, des vocaux, comme on dit aujourd'hui, 07 56 85 55 85, 07 56 85 55 85. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Profitez de l'été et on se retrouve la semaine prochaine. Surtout, profitez de la vie. On n'en a qu'une.